Et au Royaume-Uni, toujours, cette photo diffusée mardi soir par Downing Street montre la première ministre britannique Theresa May en train de signer la lettre d'activation de l'article 50 du traité de Lisbonne. Cette missive officielle a été remise le lendemain au président du Conseil européen, Donald Tusk, pour officialiser le lancement par le Royaume-Uni des négociations pour le divorce avec l'Union européenne. L'activation officielle mercredi dernier de l'article 50 du traité de Lisbonne ouvre 2 années de négociations pour déterminer les conditions de sortie du pays de l'Union européenne. Alors pour commencer, Rachida Chachi, l'ancien ministre pro-européen de Margaret Thatcher et John Major, qui s'appelle Michael Heseltine, a été l'un des rares conservateurs à voter contre le déclenchement du Brexit. Pour lui, le Brexit, c'est, je cite, l'événement le plus désastreux que le Royaume-Uni a connu en temps de paix. Est-ce que vous êtes d'accord ? Non, mais rien d'étonnant venant de lui. Mais après, tout dépendra de l'enchaînement qui suivra. Est-ce qu'on aura affaire à un Brexit dur ou soft? Parce que dès le départ, les positions étaient partagées dans l'Union européenne. La France et l'Allemagne avaient adopté une politique très hostile, très haineuse à l'égard de l'exit, qui a été interprétée comme une trahison, comme une rupture, comme un sabotage de la construction européenne, tandis que d'autres pays européens ont commencé dès le départ à avoir les perspectives de collaboration avec l'Angleterre dans un cadre hors Union européenne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que depuis le déclenchement du référendum jusqu'à aujourd'hui, il y a plusieurs initiatives qui ont été prises au Royaume-Uni. Par exemple, Theresa May a présidé il y a 3 ou 4 mois une commission interministérielle de stratégie économique et industrielle. Il faut bien entendre stratégie industrielle, un terme qui paraît révolutionnaire dans une Angleterre ravagée par 30 ans de néolibéralisme qui a presque fini de désindustrialiser l'Angleterre. Et cette commission était chargée d'aider, de soutenir tous les complexes industriels anglais à redémarrer sur le sol britannique, développement de nouvelles unités de production, modernisation des anciennes unités. Ça concerne différents secteurs, l'automobile avec Jaguar Land Rover, l'aéronautique, même la sidérurgie est incluse. Et quant aux mesures fiscales qui vont être prises, on voit déjà de grandes multinationales déplacer leur siège du continent européen vers Londres, comme par exemple McDonald's Europe a déplacé son siège du Luxembourg vers Londres, ce qui révèle bien que ces multinationales se projettent dans une Angleterre, dans un Royaume-Uni émancipé des contraintes fiscales et budgétaires imposées par l'Union européenne, qui ne s'inscrira plus dans une politique d'harmonisation fiscale ou de contrôle des capitaux ou autres contraintes législatives. Donc le Royaume-Uni, on confond toujours les deux. Oui. Le Royaume-Uni a un potentiel énorme. Ça va pas être pareil. Pardon ? Oui, mais ça va pas être pareil. On va parler de l'intégrité. Oui. Le Royaume-Uni a un potentiel énorme qu'il pourrait exprimer en dehors de l'Union européenne. Alors il y a le Commonwealth également qui a été délaissé ces 20 dernières années. Le volume des échanges entre les pays membres du Commonwealth a grandement reculé, mais ça peut très rapidement redémarrer. Surtout que la liberté de circulation des individus intra-européens n'aura plus lieu, vu que l'Angleterre est sortie. Il faudra renégocier ce traité. Mais par contre, l'Angleterre a accès à un capital humain énorme qui concerne l'Inde, le Pakistan, l'Australie, tous les pays du Commonwealth, le Nigeria et autres. Ce qui fait que l'Angleterre n'a pas les mêmes contraintes qu'un autre pays qui sortirait de l'Union européenne parce qu'elle a accès à son ancien empire britannique avec lequel elle a gardé des relations, alors des fois mitigées, mais des fois amicales, comme avec l'Australie ou le Canada ou autres. Alors, tout dépendra également de la position de Trump. Parce qu'on attend toujours une lecture claire de la diplomatie américaine vis-à-vis de ce nouveau Royaume-Uni hors Union européenne. A priori, ça va bien se passer parce qu'on a vu qu'il y avait de très bonnes relations entre Nigel Farage et Trump, les deux s'ayant soutenus mutuellement durant le Brexit et durant les élections de Trump. Et qu'aujourd'hui, l'Angleterre, elle redevient intégralement libérale sur le plan économique, comme elle l'était avant, mais dans une perspective de réindustrialisation et pas de financiarisation exacerbée de l'économie. Donc le potentiel est là, mais il y a trop de variables indéterminées qui ne nous permettent pas d'avoir une lecture claire des vraies perspectives et des vraies conséquences du Brexit. L'autre grande question, c'est aussi, Mohamed El-Khouel, on en reviendra aussi à la question de l'intégrité qu'a soulevée Mélanie Frédéric-Silvy, c'est est-ce que l'Europe va punir, en gros, notamment la Grande-Bretagne, en tout cas, est-ce que ce divorce va se faire de manière dure, au moins pour dissuader les autres pays qui auraient aussi des velléités de sortie de l'Union européenne? Je ne pense pas, parce que selon les Anglais, c'était d'être dans l'Union européenne la punition.
Donc maintenant, ils sont libres. De leur point de vue, c'est maintenant la liberté. Et ils aiment tellement cette liberté que, imaginez un peu quelqu'un qui a été libéré de prison et qui vous dit non, je préfère pas sortir tout de suite, j'aimerais attendre un an avant de lancer ma démarche de sortie de prison. Oui, certains disent que le déroulé, ça pourrait même s'étaler sur une dizaine d'années. C'est pour ça que j'utilise cette métaphore. Ils nous disent qu'ils sont libres, qu'ils ont retrouvé leur souveraineté et qu'ils sont très contents, mais ils mettent une année avant de déclencher l'élément de sortie. Et une fois qu'ils déclenchent, ils disent est-ce que ce serait bien qu'on ait des conditions similaires au régime carcéral que nous avions auparavant? Parce que quand même, on voudrait bien négocier, mais on voudrait se retrouver dans un cadre tout à fait similaire. Donc c'est ça qui est quand même particulièrement surprenant. Ils mettent beaucoup de temps à sortir. Ensuite, une fois que la négociation s'engage, ils veulent essayer d'aboutir à quelque chose de similaire à ce qu'ils avaient auparavant. Donc c'est assez particulier. Donc l'Europe n'a pas l'intention de les punir, mais il y a quand même une réalité, c'est qu'on ne bénéficie pas des mêmes avantages quand on est dans l'Europe et en dehors de l'Europe. Et ça, ce que les Anglais peuvent appeler une punition, mais ce n'est pas une punition, c'est le principe assez élémentaire qui veut que si on est dans le cadre et dans l'équipe, on bénéficie d'avantages différents qu'être en dehors. Et ils ont choisi d'être en dehors, ils ont choisi de s'exclure. Donc il est légitime que l'Europe ne puisse pas leur permettre de bénéficier de ces avantages-là. Et c'est pour ça que l'élément important, c'est la chronologie. Les Anglais veulent négocier à la fois les conditions de sortie et les nouveaux partenariats. Ce que les Européens refusent, à juste titre à mon sens, c'est de dire on appure d'abord le passé, puisque vous voulez sortir, et c'est votre démarche, donc on va en tirer toutes les conséquences, organiser cette séparation. On ne peut pas, on doit... Je suis dans la comparaison ce matin, mais on doit finir de négocier les modalités de divorce avant de parler de concubinage, en gros. Et c'est ça éventuel. Et c'est ça la réalité. Est-ce que ça veut dire que le pays regrette déjà sa décision? C'est des Anglais, donc ils regrettent pas, mais ils sont résignés. C'est ça c'est comme ça que fonctionnent c'est le tempérament anglais. Donc ils savent que comme ils sont respectueux des principes démocratiques, ils vont pas refaire un deuxième référendum dans l'autre sens, même si a priori il y aurait de fortes chances que la décision soit l'inverse. Mais ils ne vont pas le faire, donc ils vont avec ce qu'ils ont essayer de faire du mieux possible. Et d'où tous ces cris qu'on entend aujourd'hui. Ils n'ont pas encore mal, mais ils se mettent déjà à crier justement pour essayer d'arracher un régime similaire. Et c'est là le vrai piège pour l'Europe, parce que si finalement, pour l'Europe, ceux qui sortent bénéficient peu ou prou des mêmes avantages que ceux qui restent, ce sera l'éclatement définitif de l'Europe. Et il n'y aura plus d'Europe, puisqu'il n'y aura plus d'intérêt à être dans un cadre privilégié si on est dans les mêmes, si on bénéficie des mêmes avantages. Donc les Européens ont intérêt à être durs alors. C'est pas être dur, c'est simplement à dire à partir du moment où non, ils ne sont pas durs. C'est que si vous êtes hors du cadre, vous ne pouvez pas bénéficier des avantages du cadre. Ça me semble assez classique. Et par contre, les éléments là vraiment durs auxquels on va assister et qui ne seront pas le fait de l'Europe intégralement, mais d'un certain nombre de pays au sein de l'Union européenne, on le voit déjà avec les tensions autour de Gibraltar, on aura les mêmes tensions en Irlande, et c'est ça la véritable problématique, c'est que jusqu'à présent, et ça aurait dû aussi être un exemple pour le modèle maghrébin, c'est que le fait d'être dans une union plus globale permet d'atténuer les conflits régionaux et les conflits locaux, puisque fondamentalement, pour des Espagnols et des Gibraltariens, ils étaient tous au sein de l'Union européenne, il y avait un corpus de règles relativement similaires, une forme de solidarité, et donc il n'était pas très important fondamentalement d'être anglais ou espagnol à Gibraltar, puisqu'on était tous au sein de l'Union européenne. À partir du moment où on en sort, la question, elle, redevient particulièrement critique. Et il va falloir... qu'il y a des tensions, effectivement, il va falloir décider, est-ce qu'on est espagnol, est-ce qu'on est anglais, puisqu'on n'a plus ce paravent européen pour essayer d'apaiser les tensions et de servir de baume à toutes ces querelles identitaires. Alors, j'insiste sur l'intégrité du Royaume-Uni. Moi, j'insiste sur la différence entre le fait d'être anglais et britannique, et sur la différence entre l'Angleterre et la Grande-Bretagne, parce que ce sont vraiment des notions très différentes pour le coup. Et effectivement, peut-être que le Brexit ne sera pas regretté des Anglais, dont le flegme est certainement légendaire et d'ailleurs très exagéré. Mais en revanche, pour les Gibraltariens, eux sont éventuellement britanniques, mais très peu d'entre eux sont anglais. Donc, non, mais la différence est importante parce que, en l'occurrence, les Écossais vont renégocier leur appartenance à la Grande-Bretagne. Et l'Espagne a déjà expliqué qu'elle soutiendrait la position des Écossais s'ils souhaitaient rentrer dans l'Union européenne. L'Irlande, évidemment, ça va poser un autre souci, en effet, et Gibraltar aussi. C'est-à-dire que globalement, mais ça, je l'avais dit avant le Brexit, si Brexit il y a,
le paravent économique, le mirage économique va vite se casser la margoulette, tout simplement parce que il n'y aura pas d'intégrité du territoire du Royaume-Uni. Il n'y aura pas en fait d'union, justement. C'est un peu le souci. Alors maintenant, pour rattraper l'union, il faut que l'Union européenne accepte de jouer le jeu, de conserver une Grande-Bretagne unis sous la seule barrière de la Grande-Bretagne. Et en fait, le problème, c'est que pour faire ça, il faut que les avantages pour l'Union européenne soient plus importants que le simple fait de laisser se déliter le Royaume-Uni. C'est-à-dire, effectivement, le Royaume-Uni peut essayer dans sa négociation avec l'Europe de dire, on est la place économique que l'on a laissée de libéralisme pour que les capitaux puissent vaquer aux affaires des puissants. Il n'y a plus la Suisse, c'est Londres, c'est la City. On est un marché conséquent pour les entreprises européennes. Donc, d'une manière générale, il ne faut pas entraver le Royaume-Uni. Le problème, c'est que si le Royaume-Uni joue trop la carte des avantages économiques du Brexit, justement en renouant avec le Commonwealth, en voulant négocier des conditions avantageuses auprès de l'Union européenne, parce que concrètement, avoir les mêmes conditions d'entrée sur l'Union européenne donnerait en fait à la Grande-Bretagne plus d'avantages concurrentiels que les entreprises européennes elles-mêmes, puisque la Grande-Bretagne ne serait pas soumise au même corpus de normes. Et c'est le cas d'ailleurs d'une partie conséquente des pays ayant un partenariat avancé avec l'Union européenne, qui sont en fait favorisés sur le marché européen par rapport aux entreprises européennes elles-mêmes. Et ça n'est pas en soi acceptable ou équitable. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, il y a un moment, et la question s'est posée très rapidement, le fait que soutenir la Grande-Bretagne dans son intégrité territoriale, et la Grande-Bretagne ne peut pas maintenir son intégrité territoriale sans un soutien franc de l'Union européenne contre un certain nombre des intérêts de pays membres de l'Union européenne, n'est pas rentable pour l'Union. Et là, du coup, on se trouve devant un problème. Je pense que la plupart des politiques britanniques n'ont pas pensé à cela. D'ailleurs, ceux qui ont milité pour le Brexit sont les premiers à s'être carapatés la queue entre les jambes au lendemain du Brexit. Donc, évidemment, on voit bien que ça n'a pas été prévu. Mais là, la Grande-Bretagne est quand même dans une situation délicate qu'il va lui falloir négocier proprement. Et il est peu probable que ça lui rapporte tant d'avantages, parce que ces avantages, en fait, seront très mal perçus par l'Union européenne, alors qu'elle a un tel poids et un tel avantage de négociation vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Donc, à mon sens, c'est quand même très 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 mal parti, et les petits pois gigantesques des Britanniques sont un peu cuits sur ce coup. Alors, Talal Shakir. Et puis, est-ce qu'on pourrait revenir aussi sur le plan économique? Oui. D'ailleurs, il y a eu le FMI qui a envisagé 2 scénarios après le Brexit, un scénario limité et un scénario défavorable. Ouais. Alors, dans le premier cas, effectivement, il y aurait une contraction de la croissance du PIB. Donc cette année en 2017, qui passerait d'1,7 à 1,4%. Dans le second cas, ce serait carrément un Royaume-Uni en récession. Cette année 2017. On connaît bien les prévisions du FMI. Il prévoit ce qu'il veut, quand il veut et quand il le faut. Non, la réalité, c'est que c'est vrai que pour rentrer dans une union régionale, il faut une bonne dizaine d'années. Pour en sortir, il en faut 10 aussi. Pour atteindre la zone euro, il a fallu démarrer le processus en 1993 et il n'a abouti qu'à peu près en 2003. Le vrai rodage de la zone euro, ça a été en 2003. Donc il a fallu 10 ans. Et pour en sortir, il faudra 10 ans aussi. Donc aujourd'hui, on peut comprendre que le Brexit s'invite comme étant une véritable inconnue, ce qui est vrai. Les pro-Brexit savent ce qu'ils perdent, il faut le dire, et c'est pour cette raison qu'on les entend beaucoup. Mais par contre, les anti-Brexit... Vous voulez dire les anti-Brexit? Les anti-Brexit, effectivement, savent ce qu'ils veulent. Les pro-Brexit, eux, ne savent pas, parce qu'ils se lancent dans une aventure, ce qui est vrai. Mais maintenant, attention, quand on lit au lendemain du Brexit un certain nombre de conséquences très graves, comme les tempêtes financières, écoutez, il n'y en a pas eu. Il y a eu une baisse à Londres de 7%. La même baisse a été remarquée à Francfort et à Paris de 10%. Donc, normal que les places financières bougent, parce que l'inquiétude, et les bourses n'aiment pas l'inquiétude, n'aiment pas l'incertitude, c'est normal qu'elles aient bougé. Mais tout à l'heure, Rachida Chachi évoquait les sièges de certaines grandes sociétés qui vont quitter. Mais attention, là aussi, quand on parle... Qui vont s'installer à Londres, qui vont quitter l'Union européenne pour aller profiter des avantages désormais présents en Europe. JP Morgan a quitté Londres, mais c'est une autre question. Parce que ça, faudra pas prendre le tout dans un même sac, il faut réfléchir par secteur d'activité.
Il y a des secteurs qui resteront concurrentiels, d'autres ne le seront pas, et donc il va y avoir une lecture de la cartographie financière et économique du Royaume-Uni en fonction de l'intérêt. Donc il ne faut pas raisonner dans un bloc uni. La hausse des barrières douanières, bien sûr, il y a une hausse de 7 milliards d'euros par an, effectivement, mais attention, lorsque l'Union européenne mettra en place ces barrières douanières contre le Royaume-Uni, écoutez, il y a des mesures de rétorsion, ça s'appelle des mesures de rétorsion, il y aura une réaction contraire. Donc ceux qui présentent l'augmentation des barrières douanières comme étant un frein, ils se trompent encore, parce que quand un pays augmente ses droits de douane, écoutez, vous faites pareil, et puis en général ça s'annule, et on essaie de trouver un consensus. Autre point, des IDE moins attirants, peut-être, mais il faudra préciser le secteur, quel domaine d'activité, quelle branche, et surtout voir quelle fiscalité va proposer le Royaume-Uni. Donc aujourd'hui, il n'est pas question de s'alarmer en disant que la situation économique risque d'être effectivement moins conséquente. En termes de croissance, quel est le seul pays qui tourne encore aujourd'hui à 4% de croissance? C'est le Royaume-Uni. C'est ni la France, ni l'Angleterre, ni l'Italie, ni l'Espagne. Donc aujourd'hui, étant loin de la zone euro, étant libre de ses politiques économiques, budgétaires et monétaires, le Royaume-Uni s'est toujours bien débrouillé. Il a même été l'aspirateur du chômage en Europe. Le taux de chômage au Royaume-Uni n'est que de 2 ou 2,5%. Il est de près de 10, 11 en France. Il est de 14 en Grèce. Donc pour un marché du travail un peu trop flexible. Il est flexible. Il est flexible. Il est très flexible. On est d'accord. Il est flexible. Après, la flexibilité a ses avantages et ses inconvénients. La rigidité, on le voit bien en France, a ses avantages et ses inconvénients. Donc c'est un modèle qu'on peut comparer. Et ensuite, vous avez la question du chômage. Le chômage, donc on vient d'en parler. Attention, là aussi, il y a question à poser. Et puis vous avez également un certain nombre de négociations qui se feront au contrat, qui se feront effectivement en fonction des domaines. Donc le fait de regarder le Brexit comme étant une véritable catastrophe, c'est une erreur, parce que n'oubliez pas que le Royaume-Uni verse chaque année près de 24 milliards d'euros à l'Union européenne. Il n'en reçoit que 5 ou 6,5 maximum. Donc il y a un manque à gagner qui est terrible. C'est vrai que certains ont essayé de démontrer que ces chiffres étaient faux, mais ça n'est pas vrai. Il y a aussi le Fonds européen de développement qui le montre bien. Il y a une véritable situation pour le Royaume-Uni aujourd'hui à réfléchir, renégocier, et puis après le Royaume-Uni, bien entendu, va le faire progressivement. Et sur certains plans, il y a bien sûr des risques. Allez, on parle beaucoup de fuite des sportifs parce qu'ils n'auront plus cette carte communautaire, effectivement. Mais bon, il n'y a pas que ça. Vous savez, quand vous entrez dans une région ou que vous en sortez, il y a une lecture qui doit être multi-angle à apporter et ne pas être complètement anti-Brexit ou pro-Brexit. C'est comme le cas de la mondialisation. Au lendemain de la mondialisation, on a eu des anti-mondialistes qui sont devenus ridicules. Ils ont compris qu'il fallait être plutôt alter-mondialiste, c'est-à-dire que la mondialisation a son apport, a son avantage, mais là aussi son inconvénient. Donc aujourd'hui, personne n'est capable de savoir exactement où va le Royaume-Uni par rapport à sa situation économique, sociale et politique, parce que pour l'instant c'est une sortie progressive avec des négociations. Il y a des intérêts. Vous savez, le Royaume-Uni n'est pas obligé de négocier avec la Pologne ou avec la Roumanie, avec lesquels ils ont très très peu d'échanges. Donc il y a aussi cette lecture qu'il pourrait avoir par pays et non pas par bloc au niveau européen. Mais qu'est-ce qui leur donnerait cette force? Rachid Achachi aussi voulait réagir tout à l'heure. C'est une puissance, le Royaume-Uni. C'est la puissance européenne. Mais justement, alors économiquement, peut-être que effectivement le Royaume-Uni pourrait gagner au change, mais en même temps le pays est en train de jouer son union. Oui, alors la question d'intégrité, du chantage d'intégrité territoriale, il y a des pays de l'Union européenne qui jouent avec le feu. Qui jouent avec le feu, comme l'Espagne, qui n'a pas de leçon à donner, sachant que la Catalogne aimerait également quitter le Royaume d'Espagne pour intégrer l'Union européenne en tant qu'État souverain. Donc c'est très dangereux de créer des précédents juridiques qui pourraient enclencher un processus en Italie également, pour l'Italie du Nord avec la Ligue du Nord, Milan, la région de Milan qui voudrait rejoindre l'Union européenne indépendamment de l'Italie. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que c'est un plan idéologique. On peut comprendre pourquoi l'Union européenne, en tant qu'instance, en tant que structure, a intérêt à l'éclatement de ces nations-là, parce qu'une Europe des régions autonomes indépendantes des États, sont plus faciles à diluer dans une structure économique, politique plutôt cette fois, plutôt que des États. L'État est une plateforme de résistance très dure à diluer. Donc, on l'a fait au niveau économique, en transférant la souveraineté monétaire. Et du coup, ça se fait en dehors de l'Union européenne? Non, mais si jamais, par exemple, l'Écosse rejoint l'Union européenne, elle aurait moins de velléité à transférer plus de souveraineté que le Royaume-Uni en tant que structure enracinée, qui a une longue histoire avec une monarchie séculaire, etc. Donc le fait de diluer ces États, c'est un plan idéologique, ça faciliterait l'intégration politique de ces régions qui ne sont plus des États
nation, dans une structure politique, dans une Europe politique, parce que c'est ce qui manque, selon les idéologues européens, à la réussite économique de l'Europe, parce qu'il n'y a pas la cohésion politique, il n'y a pas l'intégrité politique. Alors autre chose, il ne faut pas oublier que le Royaume-Uni et que l'Angleterre, cette fois je parle de l'Angleterre, c'est pas un pays européen. C'est-à-dire, ça l'est quelque part culturellement et géographiquement, il y a la contrainte géographique. Mais quelque part, l'Angleterre aurait bien aimé lâcher les amarres et se rapprocher des côtes américaines et nord-américaines. Parce que pour les Anglais, étant des insulaires, il y a l'Angleterre et puis il y a l'Europe. Et donc, quand quelqu'un traverse la Manche et vient en Angleterre, on lui dit alors l'Europe c'était comment? L'Europe est un autre monde, c'est une autre culture, c'est une autre jurisprudence, c'est-à-dire une autre métaphysique. On a une métaphysique de la mer, une métaphysique de la terre, on a une jurisprudence insulaire, une jurisprudence continentale. Carl Schmitt en a très bien parlé. C'est deux manières différentes de voir le monde, deux rapports différents à l'étendue, deux rapports différents à la hiérarchie et au pouvoir. Donc c'est deux mondes différents. Donc ce n'est pas contre nature que l'Angleterre quitte l'Union européenne. Alors effectivement, est-ce que le caractère insulaire, effectivement, Mohamed Al-Khouer et ensuite Mélanie Freixigli, oui, parce que je voulais du Royaume-Uni, est-ce que de toute façon le pays était voué à sortir de l'Union européenne? Est-ce que c'était inéluctable? C'est vrai que de toute façon ça a été une histoire faite de soubresauts, de haut et de bas entre le Toute pays et l'Union l'histoire de européenne. l'Angleterre a été de saboter l'union du continent européen. Depuis les guerres napoléoniennes et même avant, l'Angleterre a toujours eu un rôle déstabilisateur, d'exacerbation des tensions entre les monarchies sur le continent européen pour garantir sa souveraineté, pour empêcher qu'une puissance arrive à unifier tout le continent et à étouffer économiquement l'Angleterre. Alors ça c'est pour le point d'histoire, Mohamed Al-Khouer. Oui. Bon après une remarque, mais l'Écosse c'est un État, et ils ont vocation. C'est pas une région comme la Catalogne. C'est un peu différent. Mais bon, peu importe. L'élément fondamental et en réalité la vraie problématique à laquelle on est confronté à l'heure actuelle, c'est un débat entre société ouverte et société fermée, entre les partisans de sociétés fermées le plus fermées possible. Et c'est le courant UKIP au Royaume-Uni, un certain nombre d'autres courants à travers l'Europe ou aux États-Unis ou en Afrique, où on a cette volonté d'avoir des sociétés fermées, recroquevillées sur ce qu'on croit être une identité fondamentale ou essentielle, et des sociétés ouvertes qui sont, à mon sens, l'avenir et le sens de l'histoire de toute façon. C'est pour ça que le Brexit est, à mon sens, une erreur historique. Et l'histoire nous donnera raison et montrera qu'effectivement, c'était une erreur colossale. Après, c'est beaucoup moins gênant pour la construction européenne que ce soit l'Angleterre que l'Allemagne. Ils n'étaient pas dans la zone euro. Ils ont toujours eu un comportement assez distant vis-à-vis de l'Europe. Je ne sais pas si c'est lié à l'insularité ou pas, mais en tout cas, c'était peut-être pas un acteur le plus impliqué dans le cadre de la construction européenne, à la différence du couple franco-allemand, de l'Espagne et de l'Italie. Donc, c'est à mon sens une erreur parce qu'on doit aller vers des constructions de blocs les plus larges possibles. Et c'est le sens de l'histoire. On fonctionnait par région, ensuite par État, puis par bloc continent, et puis après, fondamentalement, on arrivera à un monde unifié. Là, c'est un fantasme. Non, c'est pas un fantasme. C'est le sens de l'histoire. C'est le sens de l'histoire. Des individus libres dans des sociétés libres. Et c'est ce à quoi on parviendra. Libre vis-à-vis de quoi? Du capital? De la finance? Permettez-moi, laissez-moi au moins la liberté de m'exprimer. C'est ça le problème des identitaires et des populistes, c'est qu'ils n'admettent pas l'expression contraire. Contrairement à nous, où, partisans de la liberté, on laisse exprimer tout un chacun sans jamais les interrompre. Et c'est quand même un élément fondamental. Alors, Mélanie Freixigli, on terminera avec Talal Shakir. Oui. Alors non, c'est l'indépendance de l'Écosse et sa rentrée dans l'Union européenne n'entraînera pas l'indépendance de la Catalogne, tout simplement pour une raison simple, c'est que quand la Grande-Bretagne faisait partie de l'Union européenne, au moment du référendum écossais, l'Union européenne avait dit nous serons à côté de notre partenaire État qui est déjà dans l'Union européenne et qui est la Grande-Bretagne. Si l'Écosse sort de la Grande-Bretagne, elle sort de l'Europe et elle ne sera pas réintégrée. Mais là, le cas est inverse. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne sortie de l'Union européenne, l'Écosse voulant y rentrer, bien évidemment qu'on l'accueillera à bras ouverts. Mais si la Catalogne sortait avec une Espagne toujours en Union européenne, la Catalogne sortirait de l'Europe. Et donc ça ne marchera pas. Donc il n'y aura pas de contagion. Donc évidemment pour l'Union européenne c'est très intéressant. Je rappelle que l'Écosse ce sont des champs de pétrole. C'est quand même important. Donc bien évidemment il n'y aura pas cette contagion. Elle ne fait absolument pas peur à l'Union européenne et la Grande-Bretagne n'a rien
pour contrer cette menace-là qui est tout à fait réelle et qui est tout à fait réelle aussi pour l'Irlande. Parce que là aussi, alors on pourrait parler de l'insularisme, on pourrait parler de l'insularisme de la Grande-Bretagne et de ce pourquoi c'est différent, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que l'Irlande, en tant que pays européen, est un pays important. C'est d'ailleurs un pays dont nous, on a bien conscience parce qu'il nous embête beaucoup. Il est fondamentalement pro-Polisario, donc il nous embête beaucoup. Nous, on le sait. C'est un pays économiquement fort, c'est un pays dynamique, c'est un pays qu'on a sauvé alors qu'on n'a pas sauvé la Grèce dans des conditions similaires. Donc c'est un pays important et clé en Union européenne qui a tout à fait le pouvoir, effectivement, d'entraîner la partie de l'Irlande qui fait encore partie de la Grande-Bretagne, après une guerre qui, je rappelle, a été extrêmement sanglante et dure. Donc, d'une manière générale, on est bien là dans une configuration qui est extrêmement délicate et dangereuse pour la Grande-Bretagne, qui, aussi puissante économiquement soit-elle, et c'est vrai qu'elle l'est, puisque je l'ai dit, c'est la seule place financière encore libre. Dans l'ère du monde contemporain, puisqu'on a cassé la Suisse. Ça ne change rien au fait que ça ne reste qu'un pays face à un bloc de pays qui est l'Union européenne, et il n'y a pas d'égalité dans les négociations dans ce genre de cas. Talal Shakir. Oui, mauvaise nouvelle pour les régionalistes parce que aujourd'hui l'Europe, le projet européen est à bout de souffle, il faut le dire. Les pays de l'Est ne sont pas contents, satisfaits de l'Union européenne, pas du tout. La Pologne, la Hongrie, aujourd'hui on voit bien que la Russie leur fait du pied et ils ont envie de rejoindre le lieu qu'ils avaient fréquenté il y a une bonne trentaine d'années. Deuxième chose, l'Europe devient pauvre, l'Europe du Sud est pauvre, il y a un décalage terrible en termes social, économique, en termes de relance. La zone euro pose problème, beaucoup réfléchissent à la sortie de la zone euro. Elle survit aujourd'hui grâce à la planche à billets, grâce à une forme de création monétaire par le crédit. Et autre chose, l'Union européenne aujourd'hui ne fonctionne plus parce que malheureusement elle a perdu toutes ses raisons de croissance. Donc ce projet européen qui était versé sur un commerce, sur l'intérêt de bâtir une Europe forte et puissante, est en train de partir en déliquescence. Malheureusement aujourd'hui, il faut bien comprendre que les pays ont besoin de se restructurer. Même les plus européens de tous les Français aujourd'hui sont en train de dire que leur économie devrait réfléchir et revenir aux régions, revenir à l'entreprise française, de même qu'en Italie, de même qu'au Portugal. Il y a des appels pour reconsidérer le système économique qui aujourd'hui ne peut plus fonctionner dans ce type d'Europe. Donc le Brexit n'est qu'un exemple d'une sortie parce que ça va suivre et vous allez voir que dans les prochaines années, il y aura des réflexions, il y aura une flexibilité par rapport à ça. Le bloc